Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il était candidat président de la République lors des élections de décembre 2018. Il est président de la Force du Changement, un regroupement politique. Il est président de la Compagnie financière d'investissement et de crédit, la COFIC. C'est avec lui, mesdames, messieurs, que nous allons faire le point de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Docteur Noël Tchani Mwadianvita, bienvenue dans notre magazine. Merci de me recevoir à Biwan. Président de la Force du Changement, c'est un regroupement politique qui vient de voir le jour. Mais pourquoi attendre après les élections pour créer ce regroupement politique? Au fait, la Force du Changement, c'est un regroupement politique agréé par le ministère de l'Intérieur depuis 2016. Quand je me suis présenté candidat à l'élection présidentielle, j'étais soutenu par la Force du Changement, sauf que pour des raisons stratégiques, j'étais candidat indépendant, mais derrière moi, il y avait la Force du Changement qui regroupe des partis politiques, des associations professionnelles, mais aussi des Congolais ordinaires qui croient dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire le développement économique, la bonne gouvernance, l'état de droit, tolérance zéro pour la corruption, le détournement des fonds publics et la prédation des ressources naturelles. Mais on n'a pas senti son implication lors de votre campagne, l'implication de ce regroupement politique. Oui, comme je l'ai dit, étant donné que je m'étais présenté comme candidat indépendant soutenu par la Force du Changement, les gens avaient tendance à se focaliser sur le candidat et pas sur le regroupement qui était derrière moi. Il y avait d'autres regroupements aussi. Donc à ce stade ici, je voudrais que tout le monde donc sache que c'est un regroupement politique qui est propre, qui n'a jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays, qui est constitué de gens avec une vision de développement très forte pour le développement accéléré donc la RDC. Et nous invitons tous ceux qui voudraient devenir membres à pouvoir y adhérer. Regroupement politique, ça veut dire il est composé de plusieurs partis politiques et associations. Est-ce qu'on peut avoir le nombre? On a une quarantaine de partis politiques, des associations professionnelles donc dans les cinquantaines, mais on a beaucoup de militants, de personnes individuelles qui croient dans les mêmes valeurs que nous. Bon, après les élections, c'est maintenant le sphère politique qui est en train de se constituer. Aujourd'hui, la Force du Changement se situe où? La Force du Changement, depuis toujours, nous avons soutenu le président actuel depuis qu'il a été élu président de la République. Nous avons partagé la même vision que lui. J'ai partagé la même vision que son père, que l'UDPS dans le passé. De ce point de vue-là, on regarde les choses dans la même direction. Cela étant, nous ne sommes pas partisans d'un certain nombre de pratiques qui ne sont pas très républicaines donc, dans notre pays. Et nous avons dénoncé la mauvaise gouvernance, la corruption, la prédation des ressources naturelles. Mais ceux qui le soutiennent sont dans CACH et FCC. Qu'est-ce que vous attendez pour adhérer dans un des groupements? Je pourrais peut-être inviter tout le monde à adhérer à la Force du Changement parce que nous avons une vision qui est très claire pour le développement du pays. Ceux qui veulent adhérer, se joindre à nous, ils peuvent venir. Donc, mais ceux qui ont choisi aussi d'aller dans des ordres différents, je respecte aussi donc leur choix. Donc, Force du Changement ne pourra pas intégrer le CACH ni le FCC? Je ne pense pas que ces deux regroupements soient à la recherche d'autres regroupements pour adhérer donc à leur vision. Je crois qu'il est important qu'on ait une multitude de visions pour le développement du pays. Ce qui est important, c'est la pratique du pouvoir. Nous croyons dans la tolérance zéro pour la corruption, la mauvaise gouvernance, et nous croyons dans le développement accéléré de la République démocratique du Congo. Donc nous invitons tous ceux qui croient dans les mêmes valeurs que nous à se mettre dans la même classe que nous. Mais comment vous allez alors soutenir le chef de l'État sans participer dans la gestion du pays, par exemple? On n'a pas dit qu'on ne doit pas participer dans la gestion du pays. Si on est invité, on participera. Mais si on n'est pas invité, on ne va pas pleurer. Ce que nous disons, c'est que nous avons une vision. Tant que cette vision regarde dans la même direction que la vision du chef de l'État, nous travaillons donc ensemble. Et le chef de l'État est tout à fait libre d'avoir des alliances avec d'autres personnes, avec d'autres regroupements. Si ces regroupements avec lesquels il s'associe n'ont pas la même vision que nous, on va travailler en parallèle. Nous, dans la Force du Changement, aux côtés du chef de l'État et le chef de l'État avec ses autres partenaires qui n'ont pas nécessairement la même vision que nous. Entre parenthèses, l'opinion, c'est que vous avez beaucoup soutenu le père de l'actuel président de la République. Vous l'avez également soutenu. Mais qu'est-ce qui s'est fait que vous n'êtes pas dans le gouvernement comme ministre, par exemple? Vous savez, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup aux côtés de l'UDPS. J'étais la personne qui avait amené la lettre des 13 parlementaires en Europe au moment où on venait donc de les arrêter.
J'ai participé au financement de la campagne d'Étienne Tshisekedi. C'est moi qui avais sorti 100 000 $ pour soutenir, pour payer pour l'avion qu'utilisait Étienne Tshisekedi pendant la campagne en 2011. J'ai fait beaucoup de choses aux côtés donc, de l'UDPS, donc je ne regrette pas cela et je continue donc à le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut aussi reconnaître que nous sommes dans un pays de 92 700 000 personnes. Quand on forme un gouvernement comme celui-ci qui n'a que 60 membres, on ne peut pas prendre tout le monde. Je pense que le chef de l'État et le Premier ministre qui ont le pouvoir donc, de désignation des ministres, ils ont choisi des gens qu'ils estiment sont très compétents pour délivrer au peuple congolais la performance donc, que nous voulons. Si nous ne sommes pas membres donc, de cette équipe-là, je pense que ce n'est qu'une décision qui revient donc à ces deux-là. C'est à eux d'expliquer aux gens pourquoi ils ont sélectionné tel et pas d'autres. Moi, personnellement, je ne le regrette pas du tout. Nous allons aborder maintenant l'actualité avec le budget. Je rappelle que vous êtes un ancien fonctionnaire de l'institution de Bretton Woods, de la Banque mondiale. 10 milliards de dollars. C'est ça l'actualité. Nous sommes à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est la session essentiellement budgétaire. Le gouvernement a adopté un projet du budget évalué à 10 milliards de dollars. N'est-ce pas là un signe d'espoir pour la République démocratique? Parce qu'on vient de loin. Nous venons de loin et j'avais tout récemment expliqué aux gens que les 7 milliards de dollars qui étaient proposés par le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba étaient très insuffisants. On a fait des progrès en partant donc de 7 milliards à 10 milliards de dollars, mais personnellement, je considère que 10 milliards de dollars pour un pays comme la RDC, avec des défis de développement dans tous les secteurs, 10 milliards de dollars, c'est rien, ce n'est pas suffisant. J'avais proposé, et je pense que ce pays peut mobiliser pendant la première année de la mandature de Félix-Antoine Tshisekedi, au moins 20 milliards de dollars pour arriver à faire face aux besoins pressants du peuple congolais dans tous les secteurs. L'actuel budget 2019, c'était à 5 milliards, mais on a presque doublé. Vous avez tout à fait raison que l'actuel budget est de 5 milliards de dollars. Et je voudrais dire une chose, c'est qu'il faut que le peuple congolais comprenne qu'il y a eu des gens qui ont réfléchi sur les ressources congolaises et déterminé ce qui fait que notre budget est très petit. L'ancien conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, avait déclaré, après avoir fait son travail pendant un certain temps, que chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Il faut appeler Luzolo Bambi, il faut prendre tous les dossiers qu'il avait, il faut regarder tous les corrompus et tous les corrupteurs qu'il avait identifiés, il faut les amener devant la barre, les juger, les condamner, récupérer l'argent. Mais ça ne peut pas se faire en une année. Mais ça doit commencer. C'est un travail de longue haleine. Ça doit commencer, mais ça n'a pas encore commencé. Je voudrais aussi rappeler donc aux téléspectateurs que l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki avait effectué ici une mission qu'on appelait une mission des experts donc, africains. À la fin de la mission, il avait estimé que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. 85%, c'est que ça veut dire que notre budget national ne représente que 15% de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit être. Par conséquent, je voudrais qu'on fasse un peu plus d'efforts, qu'on montre un peu plus d'imagination pour arriver à mobiliser des ressources. Et je voudrais vous dire comment on peut mobiliser ces ressources additionnelles. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend tous les dossiers que Luzolo Bambi avait identifiés, qu'on amène ces gens devant la barre, qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on essaie de récupérer une portion, sinon toutes les ressources qu'ils avaient détournées donc, du trésor public. 2, je souhaiterais que la République démocratique du Congo regarde autour de nous. Il y a des pays qui prennent avantage des ressources naturelles congolaises. L'Angola du côté de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique. Le Rwanda dans le lac Kivu avec le gaz méthane. L'Angola, c'est avec le pétrole. L'Ouganda, à l'est de la République, dans le lac Albert, ils sont en train d'extraire le pétrole congolais et le Congo n'a absolument rien à voir. Il est important que le gouvernement mette en place des commissions mixtes avec ces pays-là, immédiatement pour que nous puissions travailler là-dessus, arriver à trouver une formule de partage de nos ressources naturelles qui sont en train donc de détourner sans que le peuple congolais puisse en bénéficier. Si on fait ces choses-là, j'avais estimé que notre pays peut, au bout de la première année, arriver à travailler avec un budget d'au moins 20 milliards de dollars chaque année pendant les 5 prochaines années. Et au-delà de 5 prochaines années, lors de la 6e année, nous pouvons atteindre la vitesse de croisière pour augmenter le budget national congolais à une moyenne d'au moins 45 milliards
sur une période de 15 ans. Vous avez parlé des dossiers judiciaires de Luzolo Bambi qu'on doit mettre sur la table pour essayer de mettre la main sur ces détourneurs, mais vous êtes sans ignorer que la justice a aussi son rythme. Il y a une sorte de lenteur au niveau de la justice. Vous ne trouvez pas que ça va prendre plus d'une année et on peut se retrouver comme ça une année passée sans pour autant avoir les retombées de ces dossiers? Au grand mot, les grands remèdes, c'est le titre de mon livre, Le plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous avons tellement de problèmes que la justice congolaise doit pouvoir donc se restructurer rapidement pour fonctionner plus rapidement. Ça, c'est une situation donc de vie ou de mort pour notre pays. On doit demander à la justice de prendre chaque dossier, de passer pas plus de 3 mois là-dessus pour arriver donc à conclure, à condamner ou à blanchir les personnes donc, qui sont accusées. Et c'est une sorte de chasse à la sorcière? Non, je ne parle pas de la chasse à la sorcière. Je demande qu'on puisse donner au peuple congolais la justice et la bonne gouvernance. Je ne suis pas partisan de ce que j'appelle l'impunité. Je voudrais que ceux qui ont géré et qui ont été trouvés avec la main dans le sac puissent rendre compte de leur gestion, de leurs actes devant le peuple congolais, devant la justice. Ça, je pense que si nous ne pouvons pas le faire, nous avons détruit la bonne gouvernance en République démocratique du Congo pour toujours. Donc, je voudrais une fois de plus qu'on ne puisse pas fermer les yeux sur ces choses-là. Qu'on regarde en avant, bien sûr, mais tant que ceux qui ont été impliqués demandent pardon et aussi soient traités de la façon qu'ils méritent au niveau donc de la justice pour que nous puissions donc aller de l'avant. Bon, bien avant que tout ce monde-là puisse demander pardon, le projet de budget a été déjà adopté au niveau du gouvernement et doit être transmis à l'Assemblée nationale. 10 milliards de dollars. Comment, selon vous, un économiste avéré, comment on doit utiliser cet argent? Comment on doit affecter cet argent? 10 milliards de dollars, je l'ai dit tout à l'heure là, que c'est insuffisant. Je voudrais qu'on ait un budget d'au moins 20 milliards de dollars. Et je demande que nos honorables députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais également les sénateurs, pourront se pencher là-dessus pour voir comment on peut augmenter encore le budget considérablement pour atteindre cette vitesse de croisière d'au moins 20 milliards de dollars. Maintenant, le budget, quel que soit le chiffre qu'on va adopter, nous avons des priorités. Les priorités que moi je vois sont les suivantes. 1, il faut qu'on puisse faire la promotion de la paix, de la sécurité et de l'état de droit dans notre pays. Cela veut dire la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité, mais également la réforme de la justice et de l'administration publique pour que l'État commence à fonctionner comme il se doit. 2, je pense qu'il faudrait qu'on investisse dans ce que j'appelle les mécanismes de bonne gouvernance. Il faut que l'État congolais soit restructuré de façon telle que les lois soient respectées par tout le monde. On ne doit pas avoir des lois qui s'appliquent à quelques-uns et quand on arrive à certains, il y a donc des exceptions. Donc, les mécanismes de bonne gouvernance, passation des marchés de façon transparente, la non-utilisation abusive donc des recettes publiques, que personne ne mette ses mains donc dans les caisses de l'État sans se faire attraper. Donc, ces mécanismes doivent être donc réexaminés et restructurés. 3, je voudrais qu'on mette l'accent sur l'investissement dans le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Tout à l'heure, vous avez entendu que le chef de l'État parle de la gratuité de l'enseignement. Je suis tout à fait supporteur de cette idée de la gratuité de l'enseignement, sauf que je suggère qu'on ait un programme complet de restructuration du système éducatif. On va y arriver. Continuons par rapport à... Oui, au-delà donc maintenant de capital humain, éducation, santé, je voudrais qu'on mette l'accent sur ce que j'appelle la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Il n'est pas normal que notre pays, avec toutes les terres arables que nous avons, que nous allions commander du maïs ou de la farine au niveau donc de la Zambie parce que l'ancienne province du Katanga, les gens sont en train de mourir de faim. Nous devons être à mesure de produire localement et produire suffisamment pour nourrir toute la population congolaise. Ensuite, je souhaiterais qu'on mette en place un environnement propice au développement du secteur privé parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des initiatives privées, des Congolais qui s'impliquent dans le secteur privé pour pouvoir créer des emplois en complément à ce que l'État peut faire. Je voudrais ensuite investir dans ce que j'appelle les infrastructures de base. Il faut qu'on puisse avoir des routes, des autoroutes qui intègrent toute la République démocratique du Congo, qui lient toutes les provinces, des chemins de fer, des aéroports modernes. Mais au-delà de cela, je voudrais qu'on donne de l'eau potable, de l'électricité et aussi des services de télécommunications à toutes les familles congolaises.
Je voudrais qu'on mette l'accent aussi... Ce n'est pas un discours de campagne, là. Ce n'est pas un discours de campagne, ce sont des priorités. Je voudrais vous dire une chose, c'est que notre pays est tellement en retard de développement que tout ce que je dis est prioritaire. Tout ce que je dis est important. Nous devons arranger ces priorités en ordre. Mais avec les 10 milliards, c'est pratiquement impossible pour attaquer tout ça. Mais maintenant, vous avez compris pourquoi je considère que 10 milliards, ce n'est pas assez. Et maintenant, on a 10 milliards, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité? Tout ce que je viens d'énumérer est important et est prioritaire. Sauf que je voudrais vous dire que dans chaque programme que j'essaie de mentionner, on ne va pas tout faire à la fois. Il faudrait dans chaque programme sélectionner des priorités parmi des priorités pour ne pas se concentrer simplement sur une chose. Par exemple, on ne peut pas mettre tout l'argent dans la gratuité de l'enseignement et laisser la santé de la population pas couverte. Il faudrait mettre un peu d'argent de la gratuité de l'enseignement aussi dans le système de santé, mais aussi dans le domaine donc, de la sécurité, parce que ces choses-là sont liées. Et entre-temps aussi, on doit commencer à travailler sur la construction des infrastructures. Donc, chacun des programmes que je viens de mentionner est important et prioritaire. Il faudra maintenant, au niveau de chaque programme, qu'on établisse année après année les priorités en fonction donc, des ressources disponibles pour qu'on puisse travailler de façon harmonieuse. Parlons du capital humain, comme vous avez dit, investissement du capital humain, gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, ça piétine. Hier, déjà, lundi, au niveau de Goma, il y a les enseignants qui ont marché pour revendiquer à ce que toutes les nouvelles unités puissent être payées. Aujourd'hui, que faire pour que cette gratuité soit vraiment effective? Je pense que pour que la gratuité soit effective, d'abord, il faut que toute la population congolaise comprennent ce qu'on essaye de faire au niveau national. Il faut que la vision de développement que nous avons pour le pays soit comprise par tout le monde pour qu'on comprenne que l'État aujourd'hui est incapable de satisfaire à tous les besoins comme les gens le souhaiteraient. Par exemple, ceux qui sont en train de faire des grèves, mais ils ont attendu pendant 18 ans sans pouvoir faire des grèves et ils étaient mal payés ou pas payés du tout. Pourquoi est-ce qu'ils les réclament tout aujourd'hui? Je demande qu'ils soient patients pour que le gouvernement qui vient d'être mis en place puissent travailler de façon ordonnée et commencer à satisfaire à leurs besoins de façon progressive. Et je demande aussi au gouvernement de communiquer clairement ce qu'il fait, les contraintes qu'il a, les actions qu'il a envisagées pour que les gens comprennent qu'il y a des choses qu'on souhaiterait faire mais qu'on ne peut pas faire immédiatement parce qu'on a des moyens qui sont très limités. Ils étaient d'abord pris en charge par ces enseignants, par les parents. L'État a décidé la suppression de cette prise en charge. C'est normal quand même. Ils sont aussi parents. C'est normal et c'est pour ça que moi je pense, que oui à la gratuité de l'enseignement. Mais j'aurais souhaité que la programmation de comment la gratuité de l'enseignement doit être rendue effective soit faite de façon un peu plus ordonnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la gratuité de l'enseignement. Il faut que les gens comprennent quel est l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi ici, c'est d'arriver à réaliser ce que j'appelle un capital humain de qualité. Et pour arriver à réaliser un capital humain de qualité, il y a non seulement la gratuité de l'enseignement, il faut qu'on voit aussi la qualité de l'enseignement tel qu'il va sortir de là, pour que quand les élèves sortent des classes, ils savent de quoi ils parlent et on sait exactement les utiliser. Par exemple, aujourd'hui, on peut remplir les salles de classe avec tout le monde parce que c'est gratuit. Mais quand ils terminent, parce qu'ils ont été dans des classes où il y a 300 personnes par enseignant, ils sont incapables donc d'écrire et de lire. On n'a pas réalisé l'objectif. Donc, nous devons avoir un programme compréhensif, c'est-à-dire la gratuité pour faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation, mais on doit revoir les curricula eux-mêmes, les programmes d'études. On doit examiner les conditions dans lesquelles les élèves étudient, les salles de classe. On ne doit pas avoir des salles de classe où il y a 300 personnes par enseignant. Comment arriver à réduire le nombre d'élèves, par exemple de 300 à 35 élèves au maximum? Et aussi, quand on est dans des salles de classe, est-ce qu'il y a les matériels didactiques? Est-ce que les écoles ont des bibliothèques? Tout un arsenal donc de mesures qu'il faut mettre ensemble pour arriver à réaliser l'objectif de la gratuité de l'enseignement, mais surtout du développement du capital humain de qualité. Donc, nous sommes allés trop vite en besogne par rapport à la gratuité. Je pense que je ne connais pas tous les détails de ce que fait cette équipe-là au niveau de la gratuité de l'enseignement. Mais tout ce que je dis, c'est que moi, personnellement, dans le cadre du plan Marshall, j'avais envisagé donc un programme complet de réforme du système éducatif qui comprend la gratuité de l'enseignement et qui comprend aussi d'autres activités. Par exemple, quand on a supprimé ce qu'on appelle donc la participation des parents au fonctionnement des écoles, est-ce qu'on a pensé sérieusement à augmenter les salaires des enseignants pour qu'ils ne soient plus donc dans le besoin?
Moi, j'avais proposé un salaire minimum garanti de $1000 par mois pour tout le monde, pour les enseignants, le personnel médical. C'est pour cela que je dis toujours que le budget de 10 milliards de dollars n'est pas suffisant. J'envisageais un budget beaucoup plus costaud que ça. Et c'est pour cela que je dis que pour la première année, ou bien pour chacune des années pendant les 5 prochaines années, il nous faut un budget d'au moins 20 milliards de dollars. Si ce n'est pas ça, il faut qu'on soit modeste dans ce qu'on veut réaliser et les activités qu'on entreprend. Vous avez proposé 80 milliards. J'avais proposé 800 milliards de dollars sur 10 ans, 800 milliards de dollars sur 15 ans. Voilà. Mais avec la particularité que pendant les 5 premières années, pour chaque année, on allait travailler avec 20 milliards de dollars. Pour les 5 prochaines années, on devait travailler avec 100 milliards de dollars. Et j'avais expliqué comment on pouvait mobiliser cela. Pendant les 5 premières années, nos efforts allaient se concentrer sur l'amélioration de la gouvernance, la réforme de la justice, la diversification de l'économie nationale pour qu'on puisse augmenter les ressources publiques qu'on va utiliser pendant la 6e année jusqu'à la 15e année dans un budget beaucoup plus accru pour arriver à financer tous les projets de développement que nous avons. 10 milliards de dollars, le président de la République a dernièrement il était dernièrement aux États-Unis où il a eu la promesse de financement des institutions de Bretton Woods dont vous étiez fonctionnaire. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, peut aussi compter sur ces institutions? Bon, moi je pense que la République démocratique du Congo en tant que pays peut compter sur tous les partenaires possibles. Mais avant de compter sur qui que ce soit, je dis et je le répète, et j'assume, que la République démocratique du Congo doit avoir sa propre vision de développement, doit pouvoir être à mesure de chiffrer à combien revient la mise en œuvre de cette vision de développement. Moi, j'ai fait ce travail-là. Je l'ai fait en utilisant la meilleure expertise possible. Et j'ai estimé que pour développer la RDC, il nous faut au moins 800 milliards de dollars sur 15 ans. Et j'ai déterminé d'où viendrait donc cet argent. Une portion, un budget annuel estimé à 45 milliards de dollars sur 15 ans, multiplié par 15, on a 680 milliards de dollars qui devaient provenir des ressources intérieures, c'est-à-dire recettes douanières, diversification de l'économie, impôts, ainsi de suite là-bas. Alors, maintenant, au-delà de ça, nous pouvons faire appel aux investisseurs directs étrangers, mais également aux institutions multilatérales ou bilatérales. Mais avant d'aller chez ces institutions-là, j'ai toujours considéré qu'il nous faut d'abord avoir notre vision de développement. Parce que quand on va au niveau de ces institutions, si on n'est pas bien préparé, on vous donne des miettes et vous sortez de là en applaudissant, pensant que vous avez reçu beaucoup d'argent, mais ça ne va pas régler vos problèmes de développement. Je voudrais, pour des raisons de comparaison, donner une idée. J'entends que la RDC a obtenu peut-être de la part de ces institutions 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars étalés sur 3 ans. Je dirais simplement que c'est rien par rapport à nos véritables défis de développement. Prenez 1 milliard ou 1 milliard divisé par la population congolaise. Je vais faire une approximation. Nous avons aujourd'hui une population de 92 millions d'habitants. Prenez 1 milliard divisé par 92 millions d'habitants, vous trouvez à peine 10 dollars ou 11 dollars par personne. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a des pays sur lesquels moi j'ai travaillé, qui avaient 21 millions d'habitants et qui ont obtenu de la part de la communauté financière internationale au sommet de la crise financière, qui ont obtenu combien? 21 milliards d'euros. Un pays obtient 21 milliards d'euros, convertissez en dollars. Vous avez 30 milliards de dollars pour un pays qui a 21 millions d'habitants. Divisez 30 milliards de dollars par 21 millions d'habitants, vous avez à peu près 1500 dollars par personne, à comparer à 10 dollars ou 11 dollars par personne pour la RDC. Qui est-ce qu'on trompe? Est-ce que c'est le peuple congolais qui est naïf, qui n'arrive pas à savoir ce que les autres ont fait? Ou bien est-ce que c'est ces institutions qui vont venir utiliser donc ces miettes-là pour développer la RDC? C'est pour cela que je dis et je répète, avant d'y aller, nous devons d'abord prendre une pause. Et nous devons, en tant que pays, arriver à élaborer notre vision de développement, déterminer correctement combien de ressources on peut générer à l'interne. Et le petit supplément, nous pouvons déterminer comment arriver à le mobiliser. Parce que quand vous allez auprès de ces institutions, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? On vous regarde. On voit que vous ne connaissez pas de quoi vous parlez et on vous donne n'importe quoi et vous applaudissez en sortant de là. C'est ce qui s'est passé pour la République démocratique du Congo. Je ne peux pas dire ça parce que je n'étais pas là. Je ne peux pas dire ça. Mais je vous dis en termes généraux comment la procédure devrait être. Je répète, le pays doit avoir sa vision de développement, chiffrer cette vision de développement, déterminer de combien de ressources intérieures on est capable de générer
et après avoir fait ça, déterminer maintenant le rôle que la communauté financière internationale peut jouer et assigner ce rôle-là à chacune des institutions de la communauté financière internationale. Si on inverse les choses, on est dans l'erreur, la même erreur que le Congo a commise depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, où on a pensé que le développement de notre pays viendrait de l'extérieur et pas du peuple congolais. Diversification de l'économie nationale, le chef de l'État y tient, raison pour laquelle il a même inauguré récemment cet institut agricole au niveau du Sud Kivu. Comment vous pensez, comment on peut diversifier très bien, surtout dans le domaine de l'agriculture? Est-ce un bon choix d'adopter ou bien de se pencher sur l'agriculture pour diversifier ce pays, l'économie de ce pays? Quand je vous mentionnais tout à l'heure les différents programmes du plan Marshall, j'ai parlé de l'autosuffisance alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire, on peut la développer en mettant à bon usage la terre congolaise, en mettant à bon usage les forêts congolaises, mais également les eaux congolaises. Et nous avons tout plein de ces ressources-là. Donc, tout ce qui va dans le sens de pouvoir mettre en valeur et la terre congolaise, et les eaux congolaises, et les forêts congolaises pour produire plus la nourriture que nous consommons tous les jours ici en République démocratique du Congo, ou même pour être à mesure d'exporter vers les pays extérieurs. Je soutiens cette démarche-là. Donc, c'est un laboratoire, mais ce n'est pas la solution à tous nos problèmes. Je voudrais en profiter, par exemple, pour demander que la République démocratique du Congo relance ce qu'on a appelé dans le temps l'INERA, l'Institut national d'études et de recherches agroéconomiques. C'est un institut qui faisait un travail de qualité, qui utilisait les agronomes congolais et qui développait les cultures vivrières. Je souhaiterais qu'on puisse relancer cet institut-là parce qu'il va dans le sens de pouvoir promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Je voudrais aussi en profiter pour qu'on puisse relancer les activités de certaines compagnies nationales, telles que l'ONAFITEX, l'Office national des fibres textiles, ou bien Cotongo. Donc, ces instituts-là, ou bien ces sociétés, ont contribué largement à l'autosuffisance alimentaire, à la production agricole accrue, et je pense qu'on les a négligés au bout de plusieurs années. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse les remettre sur le siège du conducteur pour qu'ils puissent jouer, ces instituts, qu'ils puissent jouer un rôle positif dans le développement de l'agriculture, de l'élevage et aussi de la pêche. Et ça va aider à ce qu'on puisse financer des budgets de l'État? Ça aidera lorsqu'on diversifie l'économie. Ça veut dire qu'il y a des activités plus accrues. Quand il y a de nouvelles activités, d'abord, ça crée des emplois pour la population. Ces nouveaux employés paient des taxes qui vont dans le budget de l'État. Mais également, des compagnies dans ce domaine-là réalisent des bénéfices et payent aussi ce qu'on appelle donc l'impôt sur les bénéfices. Donc, la diversification économique, elle va dans le sens de pouvoir soutenir le budget de l'État parce que il y a plus de taxes ou d'autres revenus qui peuvent être générés avec de nouvelles activités. Et les bons des trésors aussi est un moyen aussi de financer aussi le budget de l'État? Oui, les bons des trésors, c'est un moyen de financer le budget de l'État, mais nous devons savoir quand et comment lancer les bons des trésors. J'ai appris tout récemment. J'ai appris tout récemment que le gouvernement est en train de lancer des bons de trésor estimés à environ 85 millions de dollars. D'abord, je pense que c'est ridicule pour notre gouvernement de ne pas avoir 85 millions de dollars et qu'on doit recourir à l'emprunt auprès du public pour récolter 85 millions. Mais si on arrivait donc à le faire, il faut savoir si les conditions sont réunies pour cela. On lance des bons de trésor dans la monnaie nationale, le franc congolais, qui est totalement discrédité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dollarisation représente 85% de la masse monétaire du pays. Ce que ça veut dire, c'est que le peuple congolais n'a pas confiance dans le franc congolais. C'est pour cela qu'on s'est tourné vers le dollar et l'euro. Dans ces conditions-là, lancer des bons de trésor dans la monnaie nationale, je pense que c'est être irréaliste, ce n'est pas voir la réalité en face. Ensuite, je voudrais dire aussi que si on doit attirer la population pour qu'elle puisse investir dans ces bons de trésor aujourd'hui dans les conditions actuelles, on est obligé de leur offrir des coupons, c'est-à-dire des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour les attirer. Et ça va avoir un impact négatif sur le budget de l'État. Donc, personnellement, je pense que les conditions ne sont pas réunies. Les bons de trésor, oui, mais il y a un travail préliminaire, préalable à faire et ce travail n'a pas encore été fait. Quel est ce travail? Le travail consiste, par exemple, à restructurer d'abord l'État pour que l'État puisse être plus crédible que ce que nous avons aujourd'hui. À restructurer la Banque centrale pour qu'elle devienne une véritable autorité monétaire crédible. Quand elle parle, tout le monde doit suivre. Et ensuite, il faudra,
J'espère que c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on avait ce cas-là, on n'aurait pas 85% de l'économie congolaise aujourd'hui en dollars. Et on mais aurait comment toute faire, l'économie alors, congolaise. comment faire alors pour résorber ce déficit? Pour résorber le déficit, je vous ai dit qu'il y a plusieurs mécanismes. Mais le plus facile des mécanismes, c'est déjà de combattre la corruption, mettre fin au détournement des fonds publics. Je suis sidéré lorsque j'entends aujourd'hui... C'est un travail de longue haleine, monsieur. Oui, j'entends aujourd'hui toutes les spéculations sur les réseaux sociaux concernant les 15 millions de dollars qui seraient détournés. Nous devons montrer que nous sommes sans... comment ça s'appelle que nous voulons combattre la corruption, les détournements des fonds publics avec toute l'énergie et la force qui conviennent. On ne doit avoir aucune tolérance pour ce genre de comportement-là. Donc, si on n'arrive pas à réprimander correctement donc, cette histoire de 15 millions de dollars, devinez quoi? La crédibilité de l'État et de l'administration publique, elle est partie. L'affaire est entre les mains du procureur général. Il faut laisser le procureur général de la République. Il ne faut pas que ça soit comme une affaire, toutes les autres enquêtes qui n'aboutissent jamais dans notre pays. Il faut que le procureur général de la République fasse le plus rapidement possible, entende tout ce dossier-là et arrive à donner la conclusion parce que le peuple congolais veut connaître la vérité, veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tant que nous n'avons pas donc cette conclusion, je crois que les gens vont adopter une attitude de wait and see, comme on dit en anglais, c'est-à-dire attendre pour voir ce qui va se passer. Finalement, tout ce que vous proposez, c'est un travail de longue haleine. Que faire aujourd'hui? On doit commencer par où? C'est pour ça que je dis que dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, il y a des actions à long terme, des actions à moyen terme et des actions à effet immédiat. Parce que la population est impatiente. Hein? Les actions à effet immédiat, c'est par exemple, quand je dis la lutte contre la corruption, ça a un effet immédiat. Vous savez pourquoi? Par exemple, les 15 millions de dollars, si on les récupère, vous savez quoi? On peut financer la gratuité de l'enseignement, une portion. Si on récupère les 15 millions de dollars, plus de 3 on peut millions, 3 milliards la gratuité, 2 milliards. Oui, mais je dis, il faut... Pour arriver à 3 milliards, c'est la sommation des 15 millions de dollars plusieurs fois. Donc, si on laisse passer une opportunité, on a raté l'occasion de réaliser les 3 milliards de dollars pour financer la gratuité. Donc, zéro tolérance pour la corruption, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. Ça, c'est la priorité des priorités pour récupérer cet argent et augmenter le budget, utiliser ce budget maintenant pour mettre en œuvre les différents programmes du plan Marshall ou bien de la vision du chef de l'État telle qu'il a été présentée. L'idée de mettre en place une cellule, une coordination ou une structure qui va vraiment lutter contre la corruption, vous trouvez ça opportun aujourd'hui? Oui, je pense même que le chef de l'État devait avoir fait ça depuis hier, depuis qu'il est arrivé donc au pouvoir. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faudrait mettre en place cette commission, lui donner un mandat spécifique, lui donner des moyens qu'il faut, des moyens humains, mais également logistiques. Et comment elle doit fonctionner, cette commission, selon vous? La commission, moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait prendre des meilleurs avocats possibles, les mettre dans cette commission. On a déjà un point de départ. On a Luzolo Bambe qui a fait un travail dans ce domaine-là, qu'on récupère tous les dossiers. Maintenant, il faut qu'on affiche un numéro quelconque, un numéro de téléphone quelque part, en disant, si vous connaissez un cas de corruption, vous appelez ce numéro de téléphone et vous donnez l'information, ou bien un website, un site web, ou bien un email, pour que tout le peuple congolais connaisse que quand on voit un corrompu, un corrupteur, on peut les dénoncer. Maintenant, une fois qu'on a dénoncé, vous n'êtes pas condamné immédiatement. Il faudrait que les gens de cette commission aillent faire une enquête préliminaire. Et quand on détermine qu'effectivement, il y a des indices très graves, qu'il y a eu un cas de corruption, en ce moment-là, vous êtes convoqué devant la justice. Pour vous expliquer, si on vous trouve coupable, on vous met donc en prison pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous allez rester dans ce cachot-là jusqu'à ce que votre peine donc soit terminée. Mais quand vous sortez de là, je pense qu'il faudrait aussi des répercussions après cela. Vous avez été arrêté pour la corruption. Vous ne pouvez plus postuler pour des mandats électifs. Vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique. Et je dirais même qu'on peut vous arracher votre carte d'électeur et le passeport congolais parce que vous êtes un mauvais citoyen dans notre pays. Gratuité de l'enseignement, nous avons évoqué ça dans cette émission. Supposons qu'un enseignant qui touchait 800 $ et avec la gratuité, l'État lui propose 250 $ par exemple. Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Bon, moi, je dis d'abord qu'il faut que le peuple congolais, qu'on le traite comme des êtres responsables, matures. Quand un enseignant travaille, et qu'à la fin du mois, on lui donne un salaire. Nous devons, nous, dans
le privé, dans la société civile, au niveau du gouvernement, mais au niveau de toute la société congolaise, nous devons nous demander est-ce que ce salaire-là répond au minimum qu'il faut pour vivre. C'est pour ça que je propose un salaire minimum garanti, au moins 1 000 $ par mois. Je suis convaincu, moi, c'est une utopie aujourd'hui. Ce n'est pas une utopie. C'est une utopie quand on ferme les yeux sur la corruption. Si on ne ferme pas les yeux sur la corruption et qu'on est prêt à pouvoir mettre au cachot tout celui qui est corrompu ou bien qui prend donc l'argent du trésor public, on va augmenter le budget considérablement. Je vous dis que le Nigeria, chaque année, de la lutte contre la corruption, le Nigeria arrive à mobiliser 15 milliards de dollars. Chaque année. 15 milliards de dollars, imaginez si on a ça de la lutte contre la corruption, on ajoute maintenant à ce budget modique de 10 milliards de dollars, nous aurons 25 milliards de dollars immédiatement. Si nous avons 25 milliards de dollars, est-ce que ce n'est pas assez pour augmenter les salaires de tout le monde dans ce pays au niveau de 1 000 $ au moins de salaire minimum garanti? C'est possible. Donc ça dépend du sérieux avec lequel nous faisons des choses. Et j'invite encore une fois de plus le gouvernement, tout le monde impliqué, à pouvoir s'appliquer à la lutte contre la corruption, à la réforme de la justice, pour qu'on puisse récupérer toutes les ressources qui reviennent à l'État et qu'on utilise ces ressources-là pour payer correctement nos compatriotes qui travaillent, mais également pour financer les différents projets de développement. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire, comment vous jugez la gestion du pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? La gestion du pays, c'est trop tôt pour dire, mais il y a des signes positifs que nous devons saluer. Moi, j'ai salué toujours donc la décrispation politique. Il y a plus de liberté aujourd'hui qu'on a connu pendant toutes les années avant son arrivée au pouvoir. Il y a eu la libération de nos compatriotes qui étaient en prison. J'étais choqué d'apprendre qu'il y avait 700 personnes qu'on a libérées. On ne savait pas qu'il y avait autant de monde dans les prisons et sans qu'on sache même pourquoi ils étaient donc en prison. Il y a la liberté aujourd'hui donc de médias. Je vois tous les médias peuvent se défouler comme ils veulent. Je pense que ce sont des signes positifs. Vous savez, le peuple a besoin d'être libéré. Une fois qu'on sent qu'on a cette liberté d'action, on peut entreprendre et on peut faire des choses sans avoir peur. De ce côté-là, je voudrais saluer les initiatives prises par le chef de l'État dans ce domaine et je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais tout reste encore à faire dans d'autres domaines. Le domaine de la justice, le domaine de la lutte contre la corruption, le domaine sécuritaire. On a besoin d'avoir donc nos forces armées, la police, maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. On a besoin de construire les infrastructures. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Mais le peu qu'il a déjà fait pendant qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je pense que c'est positif et ça donne de l'espoir pour l'avenir. Quelle chance vous accordez à la coalition FCC-Cash? Je ne connais pas cette coalition-là très bien, franchement. Je ne connais pas ce qu'ils ont signé. C'est la coalition qui dirige le pays. Mais je ne connais pas, je n'ai jamais vu leur accord entre eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est un accord dans l'intérêt du peuple congolais ou contre le peuple congolais. Donc, je ne peux pas les juger. Nous voulons des actes concrets. Quand on va avoir ces actes concrets, on va les voir, ça va se traduire dans le panier de la ménagère, donc au niveau du Congo. Ça va se traduire au niveau de l'amélioration des infrastructures de base, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de différence, par exemple, en ce qui concerne l'électricité. Là où je suis, il y a 10 fois, 15 fois de coupures d'électricité par jour. Donc nous attendons encore. Ce n'est pas trop tôt de juger. C'est pour cela que je vous dis qu'à ce stade, je ne peux pas juger. Je voudrais voir des actes avant de me prononcer. Mais le peu que j'ai vu jusqu'à présent dans le domaine de la liberté de la presse, la libération des prisonniers politiques, et ainsi de suite, je pense que c'est très positif. Mais nous avons besoin de plus de temps pour que nous puissions voir des choses réelles qui se traduisent par l'amélioration du panier de la ménagère, mais également par l'amélioration du standard de vie de chacun de nous. Et comment vous entrevoyez l'avenir avec tout ce qui se passe aujourd'hui? L'avenir, j'ai toujours été un homme très optimiste. Je pense que si on continue tel qu'on a commencé, on accélère le processus de réforme. Malgré les signaux rouges que vous êtes en train de dire ici? Si on accélère le processus de réforme et on fait des réformes pas cosmétiques mais structurelles, et si on arrive à mobiliser toute la population congolaise et à réunir cette population derrière une vision de développement bien claire, bien comprise, acceptée par tout le monde, et à créer ce sentiment de la participation de tous les Congolais aux efforts de développement, je pense que l'avenir de la RDC serait merveilleux. Revenons à vous avec la force du changement. Vous étiez candidat président de la République lors des dernières élections, de la dernière élection présidentielle, mais vous n'étiez pas élu. Est-ce que vous avez essayé de faire une sorte d'auto-évaluation? Pourquoi ça n'a pas marché? Oui.
J'ai fait l'auto-évaluation avec notre groupe. Parce que vous avez un plan Marshall. On a fait l'auto-évaluation. Je suis arrivé à cette conclusion. Le peuple congolais, jusqu'à présent, n'a pas été éduqué pour voter les dirigeants en se basant sur des visions de développement. Nous avions la meilleure vision de développement qu'aucun autre candidat n'avait dans cette course. Le problème, c'est que les gens ne font pas attention au contenu du plan et ne voient pas la vision et où est-ce qu'elle peut vous amener. Les gens sont habitués à ce que j'appelle le populisme de rue. Et ça ne va pas nous amener très loin. Donc, on a eu des élections. C'était un début du processus, mais je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir pour qu'on arrive à parler de véritables élections démocratiques où les leaders avec des visions de développement sortent du processus. Donc, personnellement, je ne suis pas déçu. J'étais très content de participer à cet exercice et je pense que l'avenir nous en dira plus. Je souhaiterais que le gouvernement fasse des efforts pour éduquer le peuple congolais dans ce sens-là, pour déjà la gratuité de l'enseignement, c'est un début. Parce que quand les gens sont instruits, ils sont éduqués, ils ont une autre façon de voir les choses, d'analyser les enjeux. Mais quand ils ne sont pas éduqués, on va continuer à avoir un système qui a une démocratie imparfaite comme celle que nous avons aujourd'hui. De votre côté, qu'est-ce que vous faites? Parce que les élections, c'est en 2023, ce n'est plus pour longtemps. Bon, je ne suis pas là pour annoncer une candidature à l'élection présidentielle en 2023 ou 2028. Pas du tout, on ne pense même pas à ça. Mais pour l'instant... Vous pensez à quoi? J'arrive. Pour l'instant, nous avons ce que nous appelons une vision de développement. Et je crois, mordicus, que cette vision de développement, c'est celle-là qui va délivrer la RDC. J'ai élaboré cette vision de développement en utilisant ce que j'appelle la meilleure expertise possible. Aujourd'hui, je suis convaincu que si on met en œuvre cette vision de développement, nous allons sortir du statut des pays sous-développés pour devenir pays émergents. Nous allons sortir d'une situation où 85% de la population se trouve au chômage. Nous allons créer une situation de plein emploi où tout le monde a du travail. Nous allons sortir de la situation où nous avons le PIB par habitant. Le PIB, ça reflète le niveau de vie de la population. Le plus bas de la planète, 458 $. Nous allons partir de là pour réaliser un PIB par habitant en 15 ans de 15 000 $. Et nous allons réaliser le bonheur du peuple congolais. Ça, c'est la vision que nous avons dans la force du changement. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous voudrions que cette vision devienne une vision partagée par tout le peuple congolais. Nous allons parler dans les écoles. Nous allons parler dans les écoles. Nous faisons des meetings pour arriver à sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent cette vision. Je vous invite, par exemple, ce vendredi à 15h30 à l'école supérieure de management qui se trouve au 31 avenue Ngouma. Je vous invite à la conférence que je vais animer là-bas. Tout le monde est invité. Ce sera une conférence extraordinaire où nous allons présenter notre vision de développement, une nouvelle vision de développement de la RDC afin de créer des opportunités pour tous. Une fois que nous avons cette vision, on va entendre les commentaires, on va échanger avec les participants et j'espère que comment est-ce qu'on dit? Le message va être circulé dans la population et nous allons le faire progressivement chaque semaine en allant d'un endroit à l'autre jusqu'à ce que nous puissions atteindre toute la population congolaise. Donc mon objectif, c'est d'arriver à réunir tout le peuple congolais derrière cette vision de développement partagée par le peuple congolais pour qu'on sache que ce Congo est promis à un bel avenir et que si nous faisons certaines choses d'une certaine façon, nous allons pouvoir arriver à réaliser cet objectif de développement économique et intégré pour toute la population congolaise. Et dans cette émission, vous avez dit qu'il n'y a pas assez de conditions pour une éclosion certaine du secteur privé, mais vous avez dernièrement créé une compagnie financière d'investissement et de crédit, la COFIC. Mais comment vous l'avez créée pendant que toutes les conditions n'étaient pas réunies? Non, ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas réunies qu'on ne peut pas créer une entreprise. Une entreprise, on réunit un certain nombre de papiers, on va auprès donc de l'agence qui s'occupe de la reconnaissance officielle. Ça s'est fait en 3 jours, en moins de 3 jours? Non, ça n'a pas pris 3 jours, ça a pris plus que 3 jours. Et je ne veux pas venir critiquer ici cette institution, elle est encore fragile, mais tout ce que moi je peux dire, c'est que l'environnement des affaires n'est pas agréable au Congo. Il est nauséabond, il n'est pas réceptif. Par exemple, la fiscalité, elle est dissuasive. Les tracasseries administratives, pour arriver même à avoir un petit papier, combien de temps il faut passer à faire des démarches.
Tout ça, nous devons pouvoir améliorer. Ne pensez pas qu'on critique simplement. Moi, je suis congolais et je veux que mon pays marche bien. Je connais comment les choses se passent dans d'autres pays, au Botswana, au Rwanda, aux îles du Cap-Vert, en Indonésie, ainsi de suite. Je voudrais que la RDC soit dans le peloton de tête des pays qui ont fait des réformes pour que l'environnement des affaires soit le plus attractif possible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Aujourd'hui, je voudrais dire à tout le monde qu'il y a ce qu'on appelle le rapport préparé par la Banque mondiale, qu'on appelle le rapport Doing Business, qui classe le Congo parmi les pires destinations des investissements dans le monde. Et on donne des raisons pour lesquelles on est classé de cette façon-là. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ce rapport-là et voir ce qu'on nous reproche et arriver à baliser le terrain pour que nous arrivions à avoir un bon environnement des affaires. Par exemple, la corruption. Tant que nous aurons la corruption, on va effrayer les investisseurs étrangers. Le fonctionnement de la justice. Tant que nous avons une justice qui ne fonctionne pas du tout, qui ne rend pas de décisions de justice sur le mérite, mais plutôt sur qui apporte le plus d'argent, on ne pourra jamais attirer des investissements de qualité. Tant que nous avons la bureaucratie au niveau gouvernemental, tant que ça prend pour toujours pour obtenir les permis de construire. Donc, il y a tout un ensemble de critères qu'on utilise pour arriver à classer l'environnement des affaires des différents pays. Et je souhaite que mon gouvernement prenne cette classification-là qui est faite par Doing Business du groupe de la Banque mondiale et qu'on travaille sur chacune des choses qu'on nous reproche pour arriver à avoir un environnement des affaires attrayant. Ce sera votre dernier mot, M. Noël Tchani Modiavita. Oui, encore une fois de plus, merci à Biwan de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux Congolais. Et je voudrais dire encore une fois de plus, j'invite tout le monde à prendre connaissance du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement que je pense pourra nous sortir donc des problèmes. Prenez connaissance de cela. Quand vous apprenez qu'il y a une conférence qui va avoir lieu dans votre quartier, venez s'il vous plaît, qu'on puisse échanger. Il n'y a que des discussions que nous pourrons sortir, une vision finale qui intègre les points de vue de tout le monde pour que le Congo puisse se développer dans l'avenir au profit de tous. Merci. Modiavita veut dire quoi? Un guerrier invincible. Merci, monsieur le guerrier invincible. Merci mille fois de me recevoir ici. Voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, avec le même plaisir. Au revoir.